Ouais, bonjour à tous. Vous pouvez respirer à fond. C'est Grand Air, le magazine de la montagne et des sports de pleine nature de Télé Grenoble. Aujourd'hui, dans cette émission, on va parler de trail, de raid d'aventure et de l'avenir assez incertain, il faut l'avouer, de nos glaciers alpins. Olivier de Cépibus, bonjour. Vous êtes photographe de montagne, vous travaillez depuis une vingtaine d'années sur ces glaciers alpins et leur évolution, qui n'est pas très positive. On verra ça avec vous. Ça va, vous tenez le coup? C'est pas trop dur d'être au chevet comme ça de grands géants qui disparaissent petit à petit? Si, c'est dur. Bon, vous nous raconterez ça tout à l'heure. On retrouve vos photos, les dernières en tout cas dans ce livre, Les sources de glace, qui vient de paraître aux éditions Guérin-Paulsen. En face de vous, un duo, Sylvie Quercia et Fabien Couzon. Bienvenue à tous les deux. Bonjour. Alors vous allez officier en duo, faites partie de l'organisation de l'Échappée Belle, qui est un des trails les plus difficiles de France, peut-être le plus difficile de France. Je ne sais pas si c'est un qualificatif que vous assumez, Fabien. On n'aime pas trop se comparer, mais en tout cas, certes, il est difficile. Sandrine pourra certainement témoigner. Et effectivement, il est réputé pour sa technicité et son côté sauvage. Bon, ça se passe près de chez nous, dans le massif de Belledonne, chaque année à la fin du mois d'août. Et effectivement, c'est une course que connaît bien Sandrine Béranger. Bonjour Sandrine. Bonjour. Vous l'avez remportée plusieurs fois, l'Échappée Belle. Oui, effectivement, c'est une course de cœur pour moi. C'est une course que j'adore et qui me correspond bien parce qu'elle est très technique. Elle est... J'estime chez moi, comme beaucoup de Grenoblois, parce qu'elle est dans Belledonne et qu'il y a du caillou. Voilà, j'aime bien ça. Alors vous êtes une sportive polyvalente, vous n'êtes pas qu'une ultra-traileuse, puisque vous pratiquez le raid aventure et vous êtes d'ailleurs championne du monde de la spécialité. Ça fait pratiquement 20 ans qu'aucune équipe française n'avait remporté cette compétition. Et oui, on est super fiers d'avoir gagné ce raid, c'est championnat du monde en Équateur en novembre dernier avec l'équipe 4 centimes. Voilà, et c'est quelque chose je crois que c'était un Graal pour nous, quelque chose qu'on attendait depuis, je sais pas, 15 ans, 20 ans, depuis que je fais du raid d'aventure. Et c'est vraiment fantastique pour nous. Et puis aussi pour tous les copains raiders avec qui on a partagé plein d'aventures et puis qu'on a l'impression d'être avec nous là-dessus. C'est quoi le raid d'aventure? Comment vous le définiriez? Alors le raid d'aventure, c'est un sport d'endurance avec plusieurs disciplines. Il y a du trail, du VTT, du kayak. Après, il peut y avoir des petites choses, canyon, des épreuves de corde. Et c'est surtout de la très longue endurance. En orientation, ça dure des épreuves qui durent entre 4 et 6 jours à peu près. Et c'est en équipe de 4 mixtes. Donc c'est très intéressant parce que ça veut dire que c'est un rare sport, peut-être le seul où on mélange hommes-femmes. Mais c'est pas en relais, c'est-à-dire qu'on est tout le temps ensemble et tout le temps en équipe et en aventure sur cette course. D'accord, du début à la fin, il faut que vous soyez groupés. On est obligé d'être ensemble, on n'a pas le droit de se séparer à plus de 50 ou 100 mètres et à portée de voix. Donc il y a plein de choses qui se passent. Le côté mental est hyper important. Et évidemment, le côté physique et le côté orientation. Deux femmes, deux hommes ou on mixe? On fait comme on veut. Mais la composition, on va dire, habituelle, c'est une femme et 3 hommes. Parce qu'il y a un peu moins de femmes, voilà, comme dans beaucoup de sports. Voilà. Bon, donc vous étiez la femme. Donc moi j'étais la femme de l'équipe. Je parlais de polyvalence, trek, VTT, kayak sont les 3 disciplines de base, mais vous l'avez dit, il y a d'autres activités dans chaque raid où il faut parfois, on le voit sur ces images, ne pas avoir peur du vide. Par exemple, ça peut être ça. Il y a quasiment systématiquement, en fait c'est dans le règlement des championnats du monde, il faut qu'il y ait une épreuve de corde, donc ça peut être de la via ferrata ou de la via corda, parce que souvent c'est pas des choses installées, c'est des choses qui sont mises en place juste pour le raid. Donc dans des endroits un peu spécifiques. Il peut y avoir de la spéléo, du rappel. Voilà. Donc effectivement, il faut être habitué et être être capable de faire beaucoup de choses. De la remontée de corde, par exemple, en Équateur, on avait une remontée sur corde avec Jumar. Voilà. Il ne faut pas avoir le vertige. Si un ultra-trailer a le vertige, il peut être coincé sur ce type de passage. Oui, forcément. Mais il y a plein de choses. Il faut pas avoir le vertige, pas avoir peur de l'eau, pas avoir... c'est bien. Bon, voilà. Très complet. Et il y a un paramètre important, vous l'avez souligné, c'est que ça se fait aussi en orientation. Donc, il n'y a pas que le gros moteur, il faut aussi réfléchir. Il faut aussi réfléchir. Alors, dans l'équipe, il y a Adrien. J'ai de la chance d'être avec 3 garçons qui sont super bons orienteurs. Donc, ça aide beaucoup. Je pense que c'est essentiellement, enfin, en tout cas, une grosse partie des raisons pour lesquelles on est championne du monde, c'est que y a Adrien Lermé qui a fait une super orientation et puis il est aussi aidé de Benjamin Fayet et Sébastien Réchon.
Voilà, qui sont les 3 copains avec qui je fais plein d'aventures et c'est hyper important. Ça se passe comment? On vous donne des points, il faut les relier? C'est des balises qui sont sur la carte et qui sont des points de passage obligés, en fait. Et puis après, à chaque équipe de voir le meilleur cheminement pour trouver ces balises, d'une part, et puis d'autre part, ne pas se tromper aussi quand on essaie de suivre le cheminement. Donc il y a un peu ces 2 aspects. Ouais. Essayer de trouver le chemin le plus rapide. Ces cartes, on les a sur la ligne de départ. Ah, vous les découvrez? On les découvre, oui. On n'a aucune information. On ne peut pas travailler en amont. Non, c'est le but. Donc pas de GPS et on a sur la ligne de départ les cartes de l'aventure et on ne sait même pas, souvent qu'on n'est même pas le lieu de départ parce qu'il y a un transfert en bus. Voilà. Donc, alors, pour ces championnats du monde, le départ se déroulait en Équateur, dans cette ville. Alors, vous n'aviez pas l'avantage du terrain, hein, puisque j'imagine que vous ne connaissiez pas forcément, vous n'étiez pas allé en repérage sur le secteur. Ça mélange à la fois des équipes professionnelles comme la vôtre et des amateurs, ce genre de compétition? Oui, c'est ça qui est sympa. Je pense que, alors, nous, on est quand même semi-professionnels, c'est-à-dire qu'on n'en vit pas malheureusement. On a tous un métier à côté. Après, on a quelques aides, mais on n'est pas non plus... il y a quelques équipes professionnelles comme les Suédois. Et nous, malheureusement, on n'est pas vraiment professionnels. Il n'y a aucune équipe française professionnelle. Et c'est ça qui est sympa. C'est aussi qu'il y a une vraie entraide et une vraie amitié qui se crée entre, je dirais, tous les raideurs de France et même les étrangers, parce qu'on retrouve toujours les mêmes d'une épreuve à l'autre dans le circuit. Voilà. Donc ça, c'est super sympa. On part pour des distances XXL en raid aventure. Il y a là un parallèle avec l'Ultra Trail. C'était quoi le programme de ces championnats du monde? C'était, je me souviens plus exactement, mais en général, c'est entre 500 et 700 km avec beaucoup de dénivelé. Enfin, en tout cas, en Équateur, il y en avait beaucoup. Et c'est réparti entre trail, VTT, kayak essentiellement, parce que les autres disciplines, ça représente 5% de l'activité. Voilà. Et là, la composante importante en Équateur, c'était vraiment en altitude, puisqu'on était tout le temps on a fait les 3/4 de la course à plus de 3000 mètres de dénivelé. Donc nous, ce qu'on a fait, qui était vraiment important, c'est qu'on a quand même venu une semaine avant le raid pour s'acclimater. Et on a fait 5-6 jours entre 3500 et 4000 pour s'acclimater. Et c'était vraiment nécessaire, parce que ça a été quand même un petit peu dur, l'altitude. Ouais, je crois que la ville de départ, c'était à 2500. C'est Cuenca, elle est à 2600. Voilà. 2600 mètres d'altitude, oui. Donc on est déjà, pratiquement au peu, sommet du massif de Belledonne, et vous n'êtes qu'au bas, au bas des difficultés. Plus de 500 km, je comprends qu'après on ne compte plus ni les dénivelés, ni les kilomètres. On part, on arrive et entre-temps, vous gérez la course comme vous l'entendez? Comment ça se passe? Il y a des étapes ou... C'est ça. Après, il y a ce qu'on appelle des transitions parce que comme on raisonne discipline par discipline, donc par exemple, là, on était parti en VTT et puis on sait qu'on a, par exemple, 60 km de VTT et puis après, on arrive à une aire de transition où on retrouve, on met tout notre matériel dans des boîtes, donc des caisses VTT qu'on prépare avant. Donc il y a une réflexion logistique importante. Alors tout est calibré, hein, on ne fait pas ce qu'on veut, on a le droit à une caisse et puis on sait qu'elle ne doit pas faire plus de 23 kilos. Donc après, vous mettez le matériel de 4 personnes pour 23 kilos. Alors au début, vous rêvez, vous vous dites que vous allez mettre des bonnes petites choses à manger et puis finalement, vous les enlevez et vous mettez que l'essentiel parce que ça ne rentre pas. Voilà, donc on fait section par section. La section d'après, c'est trail. Vous retrouvez l'équipement de kayak, etc. J'ai quelques images de cette boîte de logistique. Là, c'était la séquence d'après, mais comme vous en parlez, on va la montrer parce qu'effectivement, il faut aussi être capable d'optimiser. Exactement, c'est hyper important parce qu'en fait, ça sert à rien quelquefois, on s'arrache pour gagner quelques précieuses minutes en trail pour aller le plus vite possible. Et puis, si vous perdez du temps à la transition. Donc c'est vrai que là, on voit notre équipe, il y a par exemple une composante de démontage ou de montage de vélo. Et l'idée, c'est d'aller le plus vite possible parce que ça, c'est des temps complètement perdus, quoi. Donc on doit soit monter un vélo, soit le démonter et puis reprendre. Il y a toujours un matériel obligatoire comme entre elles, comme n'importe quelle discipline. Et il peut varier en fonction de la section qu'on a après. Par exemple, si c'est une corde, vous devez prendre votre baudrier, etc. Et vous ne l'avez pas forcément porté avant. Donc nous, on se fait dépenses bêtes. En fait, l'idée, c'est d'être le plus optimisé possible. Donc tout ce qu'on peut préparer en amont, c'est fait. Notre nourriture, elle est déjà calibrée, on ne réfléchit pas, on a le sachet, il est écrit section 2, machin. On a prévu que cette section elle allait durer 15 heures, on a les barres pour 15 heures, on arrive, on prend, on met dans le sac et toc. En fait, c'est ça, quoi. Il y a une équipe d'assistance avec vous? Pas du tout, on n'a pas droit à l'assistance. Donc il faut vraiment être autonome entièrement. L'idée, c'est d'être vraiment autonome. Ouais. Et le repos, comment on le gère? Pareil, on choisit comme on veut. Alors là, en Équateur, je crois qu'on avait dormi
4h30 sur à peu près 5 jours. Ouais, 90 heures, donc voilà. 90 heures de course. Je ne me souviens plus exactement. Ça fait, oui, ça fait presque 4 jours. Voilà, et je compte un peu tout. C'est-à-dire que dans les 4h30, il y a à la fois ce qu'on s'autorise, les vrais dodos, où on dort en général 1h30. Donc il y a peut-être deux repos de 1h30. Et puis plus, quelquefois, on voit que ça ne va pas, qu'il y en a un qui n'est pas bien. Et c'est plus là, on va le gérer. Les vrais repos d'1h30, c'est toute l'équipe. Et puis, s'il y en a un qui va pas super bien, où on sent que le rythme ralentit, on va se dire on dort 20 minutes sur le chemin. Donc là, on s'allonge, il n'y a pas besoin de matériel. Moi, j'enlève même pas le sac, j'enlève la bretelle, je remonte, ça fait l'oreiller, et voilà. Et je m'endors, et 20 minutes après, on repart. J'ai pas les images de Sandrine en train de dormir avec cet accoutrement, mais j'ai des images de navigation, puisque c'est la 3e discipline. Alors, naviguer sur les rivières d'Amazonie, j'imagine que ce n'est pas les plus faciles à dompter. C'était un petit peu la surprise parce qu'au briefing, il nous avait expliqué qu'on devrait sortir de la rivière sur les passages un peu compliqués de nuit pour ne pas prendre de risques. Et puis, on s'est retrouvé à démarrer de nuit où ils nous ont dit finalement, là, vous n'êtes pas obligé de sortir. Donc, on s'est dit que ça allait être assez serein. Donc, on est parti serein. Et en fait, on s'est retrouvé tout de suite dans du classe 3 de nuit. Et j'avoue qu'on a un petit peu mal géré parce que on s'est renversé tout de suite les 2 bateaux l'un sur l'autre au premier rapide. Donc, c'était un peu la cata. Mais voilà. Donc, après, les rapides qu'on a vus là, ils étaient 2 jours. Et donc, c'est plus facile à négocier quand même. Vous transportez le bateau tout au long du parcours ensuite ou... Non, c'est pareil, c'est sur une logique de transition. Alors après, c'est du packraft, c'est-à-dire que c'est un bateau qu'on porte sur toute la durée de transition. C'est-à-dire qu'il y a des parties quelquefois, on enchaîne d'une rivière à l'autre et il y a une partie à pied. Et à ce moment-là, on dégonfle le packraft, on le porte et on le regonfle pour la partie d'après. Mais ça va durer sur une courte section de 20 heures, on va dire. Voilà. Mais on ne le porte pas en vélo. Voilà. C'est juste sur la section. Bon. Alors vous avez eu votre lot aussi d'activités un peu plus insolites pendant ces championnats du monde. On voit là ce que vous évoquiez, la descente en rappel. On continue à faire la course dans ces passages-là ou c'est un moment de pause dans l'épreuve? Pas du tout. Non. Là, en tout cas, en Équateur, on était toujours... Le rappel, ça peut être dangereux si on veut aller très très vite. Oui, alors après, sur 90 heures, on n'est pas à 30 secondes près non plus. Donc, on a le droit de ne pas prendre de risques. Là, c'était un petit canyon et après, on avait une remontée sur corde. Et non, on sentait que les Suédois étaient juste derrière nous. Donc, on n'avait pas beaucoup de... Il n'y avait pas vraiment de marge et pas de possibilité de se reposer. En tout cas, en Équateur, il y a des raids plus ou moins... où on est plus ou moins en difficulté. Mais là, en Équateur, on a vraiment été... on a joué la gagne tout le temps. Et en plus, c'était compliqué pour nous parce qu'on a eu sur cette fameuse rivière où on a perdu mon sac de nuit quand on s'est renversé. Et donc, ça a été compliqué parce que pour nous, on s'est dit à ce moment-là que la course était pliée et c'était une grosse déception morale. Il a fallu qu'on passe outre. Et puis, parce qu'il y a mon matériel obligatoire dedans. Donc, on s'attendait à une pénalité. Et il y avait notamment du matériel de corde. Donc, quand on est allé voir tout de suite après l'arbitre en expliquant, voilà, on a perdu le matériel. Et moi, j'avais tout ce qui était en remplacement dans mes caisses parce que d'expérience, on a un peu tout en double. Donc, j'étais capable de reconstituer mon sac, sauf le matériel de corde, c'est des rabaudriers, des longes. Voilà. Et donc, on a eu de la chance dans notre malheur, c'est qu'une équipe a abandonné à ce moment-là. N'était plus en course et donc on a attendu qu'ils arrivent. L'arbitre nous a dit il y a une équipe qui peut vous prêter du matériel s'ils veulent bien et vous pouvez les attendre 1 heure et s'ils veulent bien c'est ok pour que vous récupérez leur matériel, ce qu'on a fait très gentiment. Merci cette équipe 57 d'Équatoriens qui nous ont passé leur matériel, ce qui nous a permis de continuer la course. Et on a eu une pénalité et le verdict nous a été donné un peu plus tard d'1 heure. Et à ce moment-là, pour nous, ça a été un soulagement parce qu'on pensait vraiment... Après, il y a tout un historique. Mais que tout était fini. Mais on pensait à un moment donné que ça allait être plié. Donc à ce moment-là, on se retrouve en course à nouveau. On a perdu un peu de temps, mais c'est par rapport à ce qu'on pensait, c'était pas si horrible.
Donc, alors la remontée de corde, j'ai galéré parce que du coup, j'avais pas mon matériel qui était réglé pour moi, mais celui d'un équatorien qui est un peu plus robuste, plus grand, et donc c'était mal réglé. Donc j'ai galéré, mais voilà, c'est pas grave, quoi. Et les Suédois étaient juste derrière nous quand j'ai fini ma remontée. Il y en avait un qui était en train de remonter à côté de moi. Donc non, ils nous mettaient bien la pression. Sur 4 jours de course comme ça en autonomie, on arrive justement à savoir où on se situe. Les écarts, il y a des gens qui vous donnent des renseignements. Alors, il y a des consignes où on n'a pas d'informations normalement, ou très peu. Après, c'est dans les transitions où on peut voir, parce qu'en fait, quelque part, à un moment donné où vous arrivez à une transition et vous repartez, vous voyez bien, on est toujours sur, dès qu'on peut, on regarde la montre, en fait. Donc, on regarde systématiquement, c'est un réflexe, l'heure à laquelle on arrive à une transition. On regarde quand on repart, et si on a mis 30 minutes de transition, on sait qu'on a au moins 30 minutes d'avance. Mais nos infos, elles sont de ce type-là, quoi. Voilà. Bon, 90 heures pour boucler ce championnat du monde. Vous l'avez emporté, je crois, avec quand même 1 heure ou 2 d'avance sur... 2 ou 3 heures, oui, mais ouais. Après, ce n'est pas des heures qui comptent vraiment à la fin, parce que il faut voir qu'il y a un aspect psychologique hyper important. Sur la dernière section de VTT, on part, les Suédois sont 12 minutes derrière nous. Et là, on avait vraiment une pression de folie, parce qu'à ce moment-là, on les a vus effectivement à la transition. On venait de décoper notre pénalité. Et je pense que c'est une section un peu de fou pour nous, parce qu'on a démarré au taquet alors qu'on était complètement fatigués. Et je pense que les Suédois ont essayé effectivement de nous rattraper pendant une grosse partie de la section. Et puis après, on avait une via ferrata à faire au milieu. Et à ce moment-là, on a pu voir les écarts, puisqu'en fait, on était en haut de la falaise et on a vu leur frontal arriver. Donc, on a compris qu'on avait 45 minutes d'avance. Donc, passer de 10 minutes à 45 minutes, la tendance était quand même bonne. Et je pense qu'eux ont vu nos frontales aussi et ont fait cette analyse. Donc, après, je pense qu'après, l'écart grossit parce qu'ils ont quelque part accepté, ils ont lâché. Donc, voilà. On a vu là sur les images arrivées, 4 centimes, ça s'écrit 400 et team. Hein. Oui. Il y a un petit jeu de mots, j'imagine. Parce que c'était une association qui a été créée par Sébastien Réchon et son copain Rémi Héritier. Et ils faisaient du 400 mètres au départ. Donc, ouais. Voilà. Ils ont bien changé. Ils ont élargi. On est parti de 400 mètres pour des courses Parti de presque rien pour devenir champion du monde de raid. Enfin, quelquefois, 400 mètres, c'est plus dur que moi, de mon point de vue, courir à 400 mètres est certainement plus difficile que de faire un 400 km. Mais bon. Voilà, tout le monde a ses limites. Moi, ce serait plutôt l'inverse. Mais bon, Sébastien Réchon, qui est un habitué aussi de ces très, très longues distances, qui avait été le premier à terminer la Terminorum, Chartreuse Terminorum, cette course réputée interminable en Chartreuse. Eh bien oui, c'est mon copain de raid et d'aventure depuis toujours, effectivement, et on partage beaucoup d'aventures ensemble. Vous disiez que vous n'étiez pas professionnel, vous avez tous un boulot à côté, ça demande beaucoup d'entraînement, j'imagine, pour être performant sur ce type d'épreuve d'endurance. Est-ce que le fait d'être champion du monde, ça va changer la donne ? J'espère. C'est encore peut-être un peu tôt. Peut-être aussi avec... je pense que c'est une problématique aussi de médias. C'est-à-dire peut-être qu'avec l'émission Télé Grenoble... j'espère, si on peut on prend un petit pourcentage au passage. Mais bon, c'est normal. Ça va nous aider. Mais oui. Bon, vous serez au départ des prochains championnats du monde. J'ai vu que c'était au Canada, je crois. Alors, moi, j'y serai pas personnellement parce que on en revient un peu aux problématiques d'organisation, de financement, et que j'ai aussi 3 enfants et que c'est en septembre et que ma fille rentre en 6e, donc c'est un petit peu compliqué. Mais je serai en 2026 aux championnats du monde qui ont lieu en France. Donc par nos organisateurs préférés de la Manche française, donc de Raid in France. Alors on ne sait pas encore où ça aura lieu en France, mais je pense que Seb et moi, on est remontés à bloc, donc on sera là. Bon, alors une rentrée en 6e, ça ne se rate pas. Même pour défendre un titre de champion du monde, c'est bien de garder aussi ses priorités. Sandrine, est-ce que vous serez au départ de l'échappée belle fin août? Alors dans ce cas-là, si vous n'êtes pas au championnat du monde en septembre. Non plus, parce que je fais quand même le Tour des Glaciers. Ah oui, qui a lieu aussi en septembre. Qui a lieu en septembre aussi, qui est 450 km et 32 000 mètres de dénivelé, donc un ultra trail. Mais j'ai toujours l'échappée belle dans le cœur. J'attends peut-être qu'ils refassent un duo décime comme ils avaient fait pour retenter l'aventure. Peut-être, je ne sais pas, en 2026 ou une autre période. Bon, vous avez été la première traileuse, première femme à remporter l'échappée belle en 2013, l'année de sa
sa création, vous l'avez remporté. Alors je crois que ça c'est l'arrivée 2013, est-ce que vous confirmez? À la tenue, je confirme. Sinon, je serais... En 2018 aussi, vous l'avez emporté, ça doit être là. À la tenue aussi. Oui, c'est la tenue qui... C'est vrai que vous ne changez pas trop en 5 ans. Non, mais si, c'est les... Ben voilà, ça c'était avec Fanny et surtout, voilà, je remercie les personnes qui m'ont aidé, l'épaisseur. C'était vraiment fantastique de partager aussi un bout de l'aventure. Voilà, là c'était Fanny et puis j'ai eu Daphné aussi une année où j'ai été 2e uniquement, mais voilà, merci à elle. Bon, Sylvie Quercia, c'est une course un peu particulière dans le monde du trail, de l'ultra-trail, l'échappée belle. Alors déjà, Sandrine était une belle marraine, puisque... Effectivement, on a eu la chance d'avoir Sandrine dès la première édition, puis qui est revenue plusieurs fois, donc c'est chouette. 13 ans après, elle est toujours au top du top, puisqu'elle est championne du monde de raid aventure. Je disais un peu particulière, puisque j'évoquais tout à l'heure la réputation de course difficile, très difficile. Alors, on n'est pas dans la Chartreuse Terminorum, qui est une course qui se veut presque infranchissable, mais arriver au bout de l'échappée belle, ça se mérite. Hein. Oui, c'est déjà un beau challenge, effectivement. C'est une course qui est très technique. Et on n'a que chaque année un peu moins de la moitié des coureurs qui arrivent à Aiguebelle. Donc c'est pas évident de relier Visil à Aiguebelle dans ce sauvage massif. 144 km, 11 000 mètres, un peu plus de 11 000 mètres de dénivelé. Effectivement, une traversée intégrale du massif de Beldon, de l'Isère à la Savoie. C'est un parcours qu'empruntent essentiellement les sentiers de randonnée. Hein. Alors, c'est sur le parcours du GR 738, la plupart du temps, mais il y a quand même quelques passages en dehors du GR. Quelques passages qui sortent du GR, notamment le col du Moretan, qui est un des cols principaux à 90 km, où de nombreux coureurs passent de nuit. Je crois que je reconnais cette dame. Effectivement, il emprunte à 80% le GR 738. Alors, c'est une distance qui pourrait paraître comme ça effrayante, sauf pour Sandrine Béranger. Hein, ça, c'est sa distance d'échauffement. Mais je suis comme tout le monde. Quand j'y suis, c'est dur et c'est dur. Ah, rassurez-moi. En tout cas, c'est pas une distance qui ferait tant que ça les participants, puisque c'est une course qui fait le plein depuis plusieurs années dès l'ouverture. C'est pas un concert de Jul, mais pas loin. Hein. Il faut être là pratiquement dans les premiers jours si on veut. Effectivement, il vaut mieux être là à l'ouverture des inscriptions. Sur l'intégrale, on remplit en une semaine à 15 jours maximum. Et puis, sur l'ensemble des courses cette année, en moins d'un mois, on était complet. Puisqu'on a quatre formats de courses. Donc, l'intégrale qui part effectivement de Visil. Et puis, on a une traversée nord qui fait 96 km qui va partir de Font-de-France. d'Alvar cette année. Cette année, on a un changement, justement. Elle partira d'Alvar. Et puis après, on a un 64 km d'Alvar également. Un 42 depuis l'année dernière, qui est plutôt sur la partie Savoie, qui part de La Rochette. Et puis une Sky Race, un format un peu particulier, qui est sur Font-de-France, qui est pour une montée jusqu'au Rocher Blanc. Qu'est-ce qui attire autant les coureurs dans cette échappée belle, Fabien ? Je pense qu'il y a un côté, on rejoint le côté aventure et le côté montagne qui plaît beaucoup. C'est un public, c'est pas une course où il faut beaucoup courir, on passe beaucoup de temps à marcher, on passe beaucoup de temps seul aussi parce qu'il y a des sections qui sont relativement longues. Les coureurs peuvent vite passer environ 8 heures seuls entre deux points de ravitaillement. Donc voilà, ils partent vraiment à l'aventure, c'est un accès à la montagne, presque à la haute montagne. On monte quand même à 2900 mètres d'altitude pour l'intégrale et pour la traversée nord. Donc voilà, il y a vraiment ce côté aventure qui se différencie un peu peut-être de trail un peu plus classique en vallée. Puis vous parliez de passages emblématiques comme celui du Moretan, qui n'est pas forcément un col très connu des randonneurs, mais qui, pendant l'échappée belle, attire notamment les bénévoles qui motivent les concurrents, on les entend là. Je pense effectivement sur l'échappée belle, c'est une des fortes spécificités, c'est qu'on a vraiment des bénévoles formidables qui sont là pour certains depuis la première édition, donc chaque année au rendez-vous depuis 13 ans, et qui, avec leurs initiatives, leurs idées, font vraiment de l'échappée belle un événement particulier, quoi. Donc effectivement, au Moretan, ils les attendent avec des chants, chaque année de nouveaux chants, et je pense que c'est un moment magique pour les coureurs, l'arrivée au Moretan. Vous avez eu le droit au chant, Sandrine? Oui, toujours. Moretan égale chant. Mais c'est vrai que ça, c'est le côté sympa, mais c'est pas toujours facile aussi, parce que quelquefois, je les plains, il fait froid, ils doivent affronter aussi des conditions de nuit, ils bougent pas, et
c'est pas toujours évident et c'est un vrai sacerdoce. Hein. Ouais, puis l'amplitude horaire est énorme en fait Énorme. entre Oui, tout à Sandrine fait. Béranger qui va passer en tête et puis ceux qui vont être en queue de peloton. Il peut y avoir quoi, des dizaines d'heures d'écart Oui, il y a plusieurs heures d'écart. Même sur la ligne d'arrivée, il y a déjà eu 25 heures d'écart entre le premier et le dernier. Donc effectivement, il y a des amplitudes qui sont grandes. Au Moreton, ils doivent faire une amplitude de 20 heures avec une nuit complète. Donc effectivement, il faut quand même que ça soit des montagnards qui puissent aller tenir le poste du col du Moreton. Effectivement, elle a une belle réputation, donc là, ils veulent peut-être partir, donc il faut assurer la réputation du Moreton. On dort quand on joue la gagne de l'échappée belle ou pas du tout? Non, c'est l'échappée belle, on ne dort pas. C'est pour les bénévoles ou pour la deuxième Non, partie mais du ça fait- Ils doivent plateau? pas dormir, je pense, non Ils doivent À pas partir dormir. du moment où il y a une seule nuit sur une course de façon générale, non, on ne dort pas. Alors, l'arrivée, qu'on soit en tête ou dans les derniers, c'est toujours un moment particulier de terminer un Ah oui, ultra-trail. c'est toujours magique. Il y a toujours beaucoup d'émotions. Et puis, encore plus quand on le vit. Oui, effectivement, là, c'est sur l'arrivée du Ça, c'est le Haut-Dossier Haut-Dossier. avec Seb. Et c'est vrai qu'on était deuxième au scratch, c'est-à-dire toute équipe confondue, et juste derrière François Daen. Et c'est vrai que c'était, pour nous, c'était génial, quoi. Et puis moi, j'ai vécu ça avec Seb, avec qui j'ai vécu tellement de trucs. Donc, c'était chouette de partager une des courses qui me tient le plus au cœur avec lui, quoi. Bon, il y a cette cloche, hein, c'est un peu aussi le symbole de l'échappée belle, Sylvie. Tous ont le droit de la sonner. Effectivement, tous les finishers arrivent avec belle seule la cloche et c'est souvent un grand moment d'émotion. Bon, alors, pas besoin de faire 140 km pour sonner la cloche, hein, même les petits parcours entre Exactement, guillemets. tous les parcours, Ouais. tous les finishers. Bon, il n'y a rien en dessous de 40 km au programme. Juste la Sky Race, mais c'est un parcours, c'est un format particulier, donc effectivement. Ouais, la Sky Race, c'est ce qu'on voit là, parcours technique, aérien. Alors effectivement, dans le massif de Belledonne, il y a de quoi faire. Il faut être capable aussi de bien descendre, hein, sur ce type de course, Fabien. Oui, donc là, la Sky Race, c'est 21 km et 2000 mètres de dénivelé positif. Donc c'est une montée à un sommet qui est le Rocher Blanc, qui est quasiment à 3000 mètres d'altitude, qui est à 2920. Donc en fait, ils montent au sommet et ils redescendent de l'autre côté par la Combe Madame. Donc c'est 2000 mètres de montée, puis 2000 mètres de descente. Donc effectivement, il faut des grosses capacités de descendeur avec des parties très très techniques, là, comme on le voit sur les images. Belledonne est connu pour ses cailloux, et là, pendant la Sky Race, ils ont un bon concentré de ce qu'ils peuvent retrouver en Belledonne. Bon, c'est votre fort, la descente, Sandrine, ou vous préférez monter? Ça l'a été. Je trouve que j'ai un peu perdu, mais oui, j'aime bien le caillou. Il vaut mieux du caillou pour moi qu'un truc très roulant. Bon. Alors, Fabien, depuis un an, il y a une nouveauté en parallèle de cette course, hein, de ces courses du mois d'août. C'est des rendez-vous proposés aux amateurs en amont, dans les semaines qui précèdent. Vous avez appelé ça au-delà du trail. C'est quoi l'idée? L'idée est assez simple, c'est de créer du lien entre les pratiquants de la montagne, donc pas forcément que des trailers, ça peut être des randonneurs, des VTTistes, etc., avec ceux qui travaillent, qui vivent et qui œuvrent en montagne, à savoir des bergers, des gardiens de refuge, des associations de protection de la nature, des écologues, etc. Donc l'idée à chaque fois, c'est de proposer une sortie en montagne avec une activité et un projet qu'on vient porter, en tout cas sur le territoire. C'est venu en 2023, en fait, ça a été un projet qui a été initié par la FAI, la Fédération des alpages de l'Isère, et le département de l'Isère, qui nous a sollicité pour organiser une montée de sel. Donc on devait monter du sel pour le berger, pour nourrir ses moutons pendant l'été. Et donc on était 50 personnes, on a monté à peu près 400 kilos de sel et un petit peu de croquettes pour les chiens de protection. Donc avec 700 et 1000 mètres de dénivelé pour monter au sommet. Et du coup, on s'est dit qu'on allait lancer ce projet-là. On trouvait qu'il y avait du sens parce que on crée du lien entre tous ceux qui partagent la montagne. Donc la montée de sel, ça a été un petit peu la base de ce projet. Donc en 2024, on a continué un petit peu le projet. On a fait 5 événements en 2024 avec 2 montées de sel. On a réalisé une opération de nettoyage avec Mountain Wilderness sur des débris qui étaient en montagne. On a fait une opération balisage et on a fait une opération... c'est quoi la dernière? Je ne l'ai plus en tête. Vous avez mesuré le pH des lacs de montagne, non? Donc ça, la signalétique. Ça, c'est cette année. Ça, c'est cette année. Ouais. Donc cette année, on a 7 événements qui sont proposés. Donc là, on voit encore les montées de sel. À chaque fois, l'idée, c'est qu'il y ait une association qui soit organisatrice avec nous, une association support qu'on vient mettre en avant aussi au travers de ces événements. Donc par exemple, on fait une opération biodiversité où on va faire des relevés. Donc là, avec le Conservatoire des espaces naturels de l'Isère sur les lacs de l'Apra.
Donc là, c'est 25 personnes qui vont partir en montagne pour faire des relevés simultanés de biodiversité et aussi sur les amphibiens. Donc voilà, l'idée, c'est aussi de rencontrer justement ceux qui travaillent pour le conservatoire. Voilà, donc on a 7 projets, on a 2 projets de rénovation de cabanes non garnies. Donc là, c'est avec l'association qui s'appelle Tous à Poil qui rénove les cabanes en Beldon, pas que, et notamment en Beldon. Voilà, donc on a tout plein de projets dans l'année pour créer du lien et œuvrer un petit peu sur le massif de Beldon pour rendre service aussi au territoire. Alors vous évoquez la fédération des alpages de l'Isère. C'est vrai que dans Beldon, comme dans tous les massifs, il y a beaucoup de moutons et que la cohabitation avec les trailers qui passent de jour comme de nuit maintenant n'est pas forcément évidente. Ça aussi, c'est une façon d'essayer de faire cohabiter les différents usages. Oui, bien sûr. On se rend compte qu'on a quand même un rôle pédagogique, nous, auprès des trailers. On sait qu'il y a environ un tiers des trailers qui viennent reconnaître chaque année. Donc, au final, les gens qui viennent sur notre course, ils vont être aussi en montagne l'été. Donc, on a un rôle de les sensibiliser sur ces enjeux-là, sur comment se comporter face à un troupeau, s'il y a un chien de protection qui arrive, quel comportement avoir, etc. Donc, voilà, au travers de ces opérations, c'est justement essayer d'avoir ce rôle pédagogique et de comprendre comment les troupeaux se comportent, quels sont les enjeux des bergers, voilà, de créer du lien. Et même les bergers aussi sont contents de rencontrer ce public de trailers et d'avoir du temps pour discuter et aussi de comprendre pourquoi les gens y courent en montagne. Le rôle est dans les deux sens. Bon, là, on va au-delà du rôle d'organisateur d'événements quand on rentre dans ce type d'initiative, Sylvie. Oui, mais en même temps, pour l'échappée belle, ça a toujours été important, le lien avec le territoire. On a toujours souhaité mettre en avant le territoire, donner au territoire. L'échappée belle, c'est vraiment la fête des habitants de Beldon. Enfin, du coup, pour nous, c'est la continuité finalement de ce qu'on a commencé à créer depuis 13 ans. Et on a fait assez ça de façon naturelle, voilà. Bon. Alors, si vous voulez participer à l'échappée belle 2025, c'est mort, même pour Sandrine, tant pis. Par contre, on peut encore s'associer à ces initiatives au-delà du trail. Il y a un site internet qui recense les différentes dates jusqu'à la fin de l'été. Ça s'appelle Au-delà du trail, ce site. Et vous allez, voilà, il s'affiche, vous allez pouvoir... comme ça, piocher, il y a un droit d'inscription ou comment vous gérez les gens? Les inscriptions sont gratuites et il y a un formulaire d'inscription pour pouvoir s'inscrire. Bien entendu, on compte sur le fait que toutes les personnes soient là et présentes parce que les places sont assez limitées. Les événements, c'est entre 15 et 50 personnes. Pour les montées de sel, ça peut monter jusqu'à 50 personnes. Ouais, parce qu'il y en a des kilos de sel à voilà, souvent, on est entre 300 et 400 kilos à monter. Et généralement, on propose des navettes gratuites, notamment avec Cities, là, depuis Grenoble et depuis Chambéry, pour essayer de favoriser aussi la mobilité douce sur nos événements, ou en tout cas la mobilité plus raisonnée. Donc voilà, on propose aussi ces services-là lors des sorties. Okay. Et pour ceux qui voudraient quand même vivre un peu l'échappée belle, mais d'une autre manière, en fait, depuis l'année dernière, on propose une animation qui s'appelle l'échappée étoilée avec le département de l'Isère, où les gens peuvent venir découvrir... faire une première expérience trail en Beldon autour du Cré du Poulet. Voilà, le vendredi. Un peu le pendant de ce qui se fait avec la Belle Étoile au mois de janvier. Est-ce qu'il y a des passages sur glacier dans l'échappée belle? Il y avait. Il y a eu de moins en moins. Il y a de moins en moins, notamment sur la descente de Fredon. C'est encore un glacier, mais de ce qui en reste. Sur la Sky Race, toute la partie la glacier derrière du Rocher Blanc, là je ne sais plus son nom exactement, mais il y a quelques petits glaciers. Bon, là ce ne sont pas des images d'échappée belle, c'est une image de raid aventure. Oui, du Mont Blanc. Sûrement, vous savez mieux que moi, parce que moi j'y étais pas. Je suppose. Mais effectivement, on arrive aussi parfois dans vos disciplines à évoluer sur glacier. Et même curieusement, j'étais au Maroc là, il y a un mois pour une manche du raid du championnat du monde. Et il y avait une partie, même au Maroc, dans l'Atlas, on est monté à 3600 et il y avait une partie avec crampons parce qu'ils ont aussi, comme nous, beaucoup de neige en ce moment. Et donc, il y avait une partie sur glacier assez courte, mais quand même mémorable en termes de fraîcheur, puisqu'on s'attendait un peu à avoir très chaud au Maroc et on a eu très froid. Ah oui, non, il peut faire très froid dans l'Atlas, hein. Ça monte à plus de 4000 mètres. C'est ça, ouais. On peut se geler les doigts de pied et des mains. J'en ai fait l'expérience il y a quelques années, donc voilà, je peux le confirmer. En tout cas, il faut en profiter de ces glaciers. Si on en croit les scientifiques, leur temps est compté. Olivier de Cépibus, vous les connaissez bien, ces glaciers. Est-ce que vous êtes en phase avec ces scientifiques qui nous disent que dans quelques années, quelques décennies, tout au plus, ils auront disparu ? Oui, bien sûr que je suis en phase. Je pense qu'on est très, très, très nombreux à faire ce constat-là. Hein. Ça, c'est pas une nouveauté.
Mais par exemple, dans un refuge en Italie, il y avait un article d'un glaciologue qui datait de 2009. Et j'étais en face des glaciers, deux glaciers Perse et Morterarch. Et ils avaient, donc en 2009, ils prévoyaient, dans le pire des scénarios, que les deux glaciers en bas ne se rejoignaient plus en 2032. Et c'était en 2022. Non, excusez-moi, en 2027. On était en 2022. Donc en 2022, ça faisait longtemps que les deux glaciers ne se rejoignaient plus. Et donc, on était au-delà du pire des scénarios qu'en 2009, ils avaient imaginé. Donc là, actuellement, on est sur la pire des trajectoires prévues par les glaciologues. Et il y a une chose importante, enfin, moi qui me semble important, c'est de ne pas confondre les scientifiques avec des devins. C'est-à-dire que c'est des gens qui travaillent toujours sur des données et que ces données, elles sont avec des instruments qui fait que tout ça se recalcule et que c'est des calculs très complexes. Et donc, c'est remis à jour continuellement. Et il ne faut jamais, jamais oublier le fait que ce sont des prévisions, mais ce ne sont pas des... Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, alors que on aurait pu espérer que les trajectoires étaient beaucoup plus lentes que ce que l'on avait prévu, enfin ce qu'ils avaient prévu, finalement, c'est exactement le contraire qui se passe. Vous, ça fait une vingtaine d'années que vous avez choisi, en tant que photographe de montagne, je ne sais pas si le qualificatif se dit, mais de travailler sur les glaciers, de documenter leur évolution. Oui, parce qu'en 2004, j'ai été au Glacier Blanc. Et en fait, moi, j'ai passé mon enfance à Gap. Et donc, j'ai dans le massif des Écrins, le glacier blanc qui monte à la barre des Écrins. Et donc, je faisais de l'alpinisme dans le massif des Écrins. Et donc, pour les hauts alpins, disons, le glacier blanc et la barre des Écrins, c'est la tour Eiffel pour les Parisiens. Ouais, le Mont Blanc pour les chamoniards, quoi. Mais sauf que les Écrins, c'est presque un pèlerinage quand on y va, parce qu'on le voit très peu et ça demande des efforts. Et là, en 2004, ça faisait longtemps que je n'étais pas monté. Et j'arrive à l'endroit où, à l'époque, il y avait les fameux escaliers, enfin, les fameuses échelles. Et à cet endroit-là, je m'attendais à voir le front du glacier. Le front du glacier n'était absolument pas là. Et donc, j'ai été extrêmement surpris. Et en 2004, la question du réchauffement climatique était encore très, très discutée. Enfin, il y avait des polémiques, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on nie la réalité, tout simplement. On ne la discute plus. Et du coup, moi, ce qui m'a frappé, c'était ma relation esthétique que j'avais avec le milieu de la montagne. C'est-à-dire que, d'un point de vue esthétique, le milieu qui m'habitait et pour lequel j'étais imprégné ne se présentait plus à moi. Et donc, j'ai décidé de témoigner de ce phénomène, mais pas en tant que scientifique, puisque les scientifiques le font très bien à leur manière, c'est-à-dire en mesurant. Moi, ça a été plutôt de quelle manière, d'un point de vue esthétique, qu'est-ce qui me touche et comment, en accompagnant ce phénomène. Donc, au début, quand j'ai cité ça en 2004, et je commence mes premières photos vraiment dans le travail, là, dans le livre, ça commence en 2009, je crois, mes premières images d'édité, 2008 peut-être. J'ai mis 3 ans quand même d'expérimentation pour comprendre quelle photographie et quelle image je voulais faire. Dans le sens où, d'une certaine manière, si la montagne change de figure, défigurée, beaucoup emploient ce vocabulaire. Donc, du coup, je ne peux pas la figurer de la manière dont, classiquement, on pourrait la figurer. Donc, il fallait trouver des moyens pour rendre compte du phénomène, rendre compte aussi de mes affects personnels qui étaient relativement violents. Et au bout d'un moment, au bout de 10 ans de travail, en 2015, avec la COP21 en France, il y a eu quand même une prise de conscience, on va dire, populaire. Ça s'est largement diffusé. Et donc, à partir de là, moi, le constat de la disparition des glaciers était et toute la relation affective
que je pouvais avoir avec cette disparition-là devenait presque pas consumé, mais voilà, c'était quand même très acquis. C'était plus une nouveauté pour moi. Voilà. Je m'y confrontais depuis un certain temps. Donc du coup, un paysage disparaît, que l'on regrette évidemment, et un autre apparaît. Et ça, c'est aussi une autre... c'est une affaire esthétique. Ce n'est pas qu'une affaire de... d'écologue, à savoir comment on mesure les choses et comment on estime avec la désertification et l'assèchement de ces milieux. C'est aussi une question esthétique, c'est-à-dire que comment prendre pied dans ces territoires qui sont en train de devenir des grands déserts de pierre et de moraines, ce qui n'est pas du tout la même chose d'un point de vue esthétique et de ce que l'on peut en attendre quand on va dans des déserts de glace, enfin englacés en tout cas, surtout que dans les Alpes, en particulier, tout notre imaginaire de la montagne, c'est cet imaginaire basé sur cette idée, ou imaginaire que ce sont les fameuses neiges éternelles. Alors cet esthétisme, on le retrouve dans ce beau livre qui vient de sortir aux éditions Guérin ou Paulsen, je ne sais plus exactement comment... Guérin-Paulsen. Guérin-Paulsen, on va dire les deux. Alors vous signez les photos. Et puis, il y a Anastasia Martin qui introduit le livre par un texte, alors qui est une anthropologue de la région, qui vit du côté de la Grave. Comment vous avez travaillé tous les deux sur ce projet ? Alors, avec Anastasia, on s'est rencontrés dans un événement organisé dans l'Isère, mais... On s'était rencontrés à Grenoble qui s'appelait Paysage, qui a duré 4 ans. Mené par le département de l'Isère. Voilà, et j'avais exposé dans la cour de l'ancien évêché à Grenoble. Et ils avaient organisé un séminaire, voilà, et Anastasia a été invitée. Et on s'est rencontrés pour la première fois là. Elle n'avait pas encore sorti son livre Croire aux fauves. Et bon, voilà, on avait lié connaissance, voilà. Et après, j'avais été invité par le collectif La Grave Autrement sur l'opposition du 3e tronçon du téléphérique de la Grave. Et moi, j'avais été invité, il y avait des glaciologues, et moi, j'avais été invité pour présenter mon travail, justement. Voilà. Et à ce moment-là, Anastasia était présente, et elle m'avait dit, tout simplement, si un jour je faisais un livre, elle pouvait y participer, écrire un texte, enfin voilà. Bon, là, c'est pas juste une préface. Donc là, elle écrit un texte, pour moi un grand texte, très important. Moi, j'ai mis 20 ans à faire les images. Anastasia, elle a mis 1 mois à l'écrire, et ça se sent. C'est un texte très nerveux, on sent qu'il y a une urgence à écrire ce texte. Et effectivement, le titre, c'est « Les sources de glace ». Donc, autant moi, c'est là où on se rejoint, c'est qu'Anastasia, elle est anthropologue. Et donc, elle essaie de comprendre aussi la source de nos comportements. L'anthropologie, c'est la culture, mais ce n'est pas la culture, on va dire, des peintres, etc. C'est la culture de tous les jours, de notre quotidien. Pourquoi on se vêtit de telle manière, pourquoi on parle de telle manière. C'est toutes nos manières de vivre. Et que ces manières-là, elles ont une histoire, elles sont... Et moi, d'une certaine manière, pour arriver à caler ma photographie, j'ai dû aller à la source de la création de l'image de montagne, qui est assez récente, qui date de 200 ans, 250 ans, hein, ça date du XVIIIe siècle, c'est pas très ancien. Et donc, j'ai dû retourner à la source de à quel moment l'image de haute montagne s'est calée et s'est créée d'une certaine manière avec des codes visuels à partir desquels, aujourd'hui, on reconnaît que c'est une photographie de montagne. Enfin, en tout cas, une montagne. Il y a des codes visuels très précis auxquels toute personne qui fait des images, et les personnes ici sur le plateau, enfin, elles sont tellement ancrées en nous qu'on n'a même pas besoin de les dicter. Inconsciemment, parce que on les reconnaît. On est imprégné de ça. Et donc, moi, j'ai dû comprendre d'une certaine manière ces codes visuels pour me décaler de ces codes visuels et pour, d'une certaine manière, pendant 20 ans, vraiment me concentrer sur le corps du glacier. Voilà. C'est pour ça que dans les images, il y a assez peu de ciel.
Et toute ma préoccupation, c'était de photographier les glaciers. Et donc, j'ai une démarche très opposée avec les trailers, puisque moi, je monte au refuge en général, je me réveille avec les alpinistes, mais là, après, au bout d'une heure de marche, en général, je m'arrête. C'est le lever du soleil, et là, j'observe. On voit certaines de vos photos, il n'y a aucune présence humaine sur aucun des glaciers que vous avez photographiés. C'est un choix ou c'est un hasard Alors non, c'est un choix parce que c'est un choix. Alors ça, effectivement, il a fallu qu'à un moment donné, je comprenne, aller à la source, revenir à la source. Et donc, dans la construction de l'image de montagne, tout de suite, l'être humain a été représenté petit dans l'immensité de la montagne. Et d'une certaine manière, c'était une façon, cette mise en scène de l'être humain dans l'immensité de la montagne, c'était une façon de souligner le courage, la témérité de l'être humain dans ce territoire réputé comme sauvage et dangereux. Donc c'était une façon de souligner l'exceptionnalité de l'être humain, et en tout cas à l'époque c'était l'Européen et blanc. Voilà. Et homme. Et homme, tant qu'à faire. Effectivement. mais très vite, dans l'histoire de la montagne, très vite, on voit les femmes apparaître qui sont invisibilisées. Mais les femmes sont là, et évidemment, qu'elles montent sur les sommets. Et donc, moi, en fait, dans cette vingtaine d'années où j'ai traversé aussi les Alpes, mais j'ai aussi traversé beaucoup de réflexions, beaucoup de sujets qui arrivaient. Et à un moment donné, il y a eu le sujet de l'Anthropocène qui arrivait, ce terme qui s'est imposé. Et moi, je suis d'accord plutôt sur la définition du Capitolocène, c'est-à-dire que c'est vraiment une certaine activité humaine qui est en train de détruire la planète. Pas toutes les activités humaines, ce n'est pas tous les êtres humains sur la planète qui sont responsables de cette transformation. C'est une petite minorité, malheureusement. Et en fait, aujourd'hui, alors que, disons, l'humanité dans son ensemble, dans son rapport à la planète, effectivement, devient une force géologique, c'est-à-dire a une capacité à transformer son climat, ce qui est gigantesque quand même, quand on y réfléchit bien. Et donc, moi, si au départ, il était question de représenter l'homme minuscule dans cette immensité de la montagne, où effectivement, à cette époque, il y avait encore un rapport de soumission, de domination, et c'était ça qui était mis en scène, ce courage d'arriver au sommet. Autant aujourd'hui, je n'arrivais pas à comprendre à quelle échelle j'allais mettre l'être humain, vu qu'on avait pris une dimension disproportionnée, dans cette montagne qui finalement a été soumise à nos comportements et à nos activités. Donc du coup, j'ai décidé de le retirer pour que aussi à chaque image, cette question-là soit présente. Et qu'elle pose cette question-là. Et qu'on ne se défile pas par rapport à ça. Alors, dans quelques années, vous aurez bientôt plus de glaciers à photographier. D'ailleurs, beaucoup de vos photos ressemblent plus à des tas de cailloux qu'à des glaciers comme on les imagine dans notre imaginaire. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire derrière ce travail de documentation va se poursuivre sur cet angle de changement de paysage? Alors, c'est ça qui est assez troublant, c'est que je me suis aperçu aussi que, au fur et à mesure que je travaillais, mes photographies, pas que les miennes, parce qu'il y a beaucoup de photographes qui travaillent sur ces questions-là, plusieurs photographes, je me suis aperçu que mon travail passait, mes photographies passaient du statut de témoignage, donc je témoigne de mon époque, au statut d'archive, et de façon extrêmement rapide. Et beaucoup de photographies aujourd'hui, effectivement, la photographie des glaciers blancs, ceux que j'ai photographiés, ils n'existent plus. Donc, effectivement, c'est en train de devenir des archives. Et aujourd'hui, donc, ce fameux désert de pierre et de moraine est en train de prendre place. Et donc, il s'agit aujourd'hui c'est aussi une question esthétique. Comment envisager à photographier ces immensités qui s'ouvrent à nous? Et donc, ça, le terme de défi, ce n'est pas une question de défi, mais c'est vraiment une question, on va dire,
esthétique et donc qui se pose aux artistes. Et ça, la rapidité du phénomène est tellement rapide que nous, de la manière dont on arrive à comprendre le phénomène, à s'en emparer et à le restituer, eh ben, nous sommes sur des temps beaucoup plus longs que la réalité. Voilà. Donc le temps de comprendre ce phénomène et d'en faire des restitutions adéquates, beaucoup des glaciers seront plus là. Pour l'instant, ils sont en photo dans ces sources de glace. Un livre esthétique, mais philosophique aussi, qu'on peut aborder philosophique, politique, évidemment. Sur différents aspects. Effectivement, et politique, parce qu'il s'agit de prendre des décisions dès maintenant et de ne pas prendre de retard pour nos générations et présentes et nos enfants, tout simplement. Ouais, même si le retard, j'ai quand même l'impression qu'on l'a pris. Mais bon, on peut peut-être éviter d'en prendre trop. Merci, on va passer à la dernière partie de cette émission. Ah ouais, on a parlé de glaciers et d'endurance au cours de ce grand air. Et on va rester dans la thématique avec ces images tournées fin avril dans la vallée de Chamonix. Est-ce que vous reconnaissez ce coureur qui part au sprint dans les rues de la capitale de l'alpinisme, Sandrine? Je pense que c'est Benjamin Védrine, oui. Eh ben, vous pensez bien, effectivement. C'est Benjamin Védrine. C'est un départ similaire à celui de l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc, avec moins de monde. Et l'alpiniste des Hautes-Alpes, Benjamin Védrine, s'est attaqué à un record mythique. L'aller-retour Chamonix-Mont-Blanc, un record établi il y a plus de 10 ans par Kylian Jornet en 4h57 pour 3800 mètres de dénivelé à peu près. Benjamin Védrine, adepte des ascensions ultra rapides, n'avait même pas préparé ce record. Il devait partir en expédition au Denali. Ça s'est annulé. Finalement, il s'est lancé sur cette tentative. Résultat... La petite différence, c'est que Benjamin, il a aussi des skis. Et il n'y avait pas Kylian était à pied. Voilà, donc je ne sais pas ce qui est comparable ou pas comparable, mais voilà. Il y a eu des discussions d'ailleurs entre spécialistes. Alors, les skis, à la montée, c'est plus lent, il faut les porter, on va moins vite qu'à pied. Par contre, effectivement, la descente du Mont Blanc, et là on le voit en train de descendre dans une neige presque de cinéma, ça va beaucoup plus Mais je dirais c'est tout l'intérêt, c'est un peu aussi ce qui est, je dirais, chouette on n'est pas sur un marathon, dans tout ce genre de défis ou d'aventures ou de courses qui se passent en montagne. De toute façon, il n'y a pas forcément de lieu à tout comparer parce que les conditions ne sont jamais les mêmes, vous n'avez jamais la même météo, vous n'avez pas exactement les mêmes cailloux, les mêmes traces. Mais c'est ça qui est bien aussi, de ne pas toujours être... On n'a pas un chrono. Et on n'est pas sur une piste d'athlétisme de 400 mètres. Là. C'est complètement différent, on est en montagne quand même. 4h54 minutes, 41 secondes. C'est inscrit sur le casque de Benjamin Védrine. Record féminin, vous savez à combien il est, Sandrine? Non, je ne l'ai pas en tête. 7h25. C'est Hilary Gérardi, une franco-américaine, qui l'a réalisé il y a 2 ans, à pied d'ailleurs, en mode crampon piolet. D'ailleurs, elle avait tenu à respecter un peu les codes de l'alpinisme, parce qu'on est quand même sur des glaciers au Mont Blanc. C'est le genre de tentative qui pourrait vous tenter, vous? Pas assez long. Hélas, j'en ai pas les moyens physiques. J'aimerais bien, mais non, malheureusement, je crois que je serais bien ridicule sur ce genre d'épreuve. Bon, Benjamin Védrine, qui est originaire de Serre-Chevalier, donc dans les Hautes-Alpes. Et on va faire un clin d'œil à un autre montagnard de cette station, Pierre Vautier, ancien champion olympique de snowboard, qui chaque hiver réalise un run original avec sa planche. Voilà sa vidéo 2025. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Alors c'est moins long que l'ascension du Mont Blanc, mais ça demande un peu plus de précision. On imagine qu'il a dû se mouiller plus d'une fois avant de réussir ce run parfait qui avait vocation à tourner un petit peu sur les réseaux sociaux et qui est même donc repris en intégralité dans Grand Air. Ça vous fait envie, Sylvie? Vous faites du snowboard un peu ou pas? Du ski. Du ski, bon, comme moi. On est plus traditionnel. C'est ça. C'est très bien. Alors, on a parlé des éditions Paulsen-Guérin, mais il y a 3 livres qui viennent de sortir, dont je vais vous parler rapidement. Sandrine, est-ce que vous savez ce qui se passe dans la tête d'un homme qui court depuis 6 jours, 360 km et 26 000 mètres de dénivelé à travers les Alpes? D'une femme, en tout cas, je sais ce qui se passe dans ma tête. Enfin, pas toujours, parce que ça change à chaque fois, mais voilà, il y a beaucoup d'introspection et beaucoup de choses qui tournent. Et je crois que c'est ça que la plupart des ultra-trailers recherchent aussi, c'est ce retour avec soi-même sur du long. Et, C'est justement cette introspection que
que propose l'auteur de ce livre, Albert Meige. Ça s'appelle Kilomètre 360. 360, c'est le nombre effectivement de kilomètres d'ultra XXL. Il explore dans ce livre les limites de l'être humain. Touchous, alors celui-là, il est signé Dominique Potard, un des pionniers du ski extrême, qui nous livre ses mémoires, souvent très drôles, de guide de haute montagne. Il a un style assez inimitable, Dominique Potard, et c'est également un livre qui est sorti ces derniers mois. Et puis, Le crépuscule des Jeux, une enquête sur les Jeux olympiques d'hiver de 2030, c'est signé par le journaliste Guillaume Desmurs, qui raconte les coulisses du projet et puis qui décrypte un peu les enjeux et la prise de conscience, ou pas, des organisateurs sur l'évolution d'un modèle économique, d'un modèle de compétition que beaucoup considèrent condamné. Et je pense qu'Olivier de Sépibus est convaincu de cela également. Puis un dernier pour l'été, pour toutes les femmes qui aiment la montagne. Voilà, ça s'appelle Randonneuse, signé Clémence Blot et Camille Chrétien, un guide féministe pour inspirer, accompagner et libérer vos envies de nature. On y trouve des conseils pratiques et des recommandations pour concilier par exemple les règles, la grossesse ou la ménopause avec la randonnée, ou encore des témoignages et des réflexions sur les freins sociaux et historiques qui influencent la pratique de la montagne chez les femmes. On expliquait tout à l'heure avec Olivier qu'elles étaient invisibilisées à une époque. Aujourd'hui, c'est moins le cas, mais il y a encore un petit peu de chemin. C'est aux éditions du Chemin des Crêtes, justement, qui est paru ce guide sur les randonneuses. Merci à tous les quatre d'avoir participé à Grand Air. Bonne continuation dans vos projets respectifs. Nous, on a déjà rendez-vous pour l'Échappée Belle en 2026 si on veut arriver à s'inscrire. Et puis, on se retrouve pour les amateurs de montagne très rapidement pour un prochain Grand Air.